caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lions. Son premier club assez doté d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs. Quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout. Pas d'écran, une fierté, c'est comme ça par chez nous. La crinière du lion. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble comme d'habitude de 18h à un peu moins de 20h, car après il y a la rediffusion de la Franche Info. Bon, ce soir au sommaire, un petit peu comme d'habitude, on va parler de sport, vous l'avez bien compris. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En ce lundi soir, il est 18h02. On va revenir sur ce qui s'est passé au plan international. On va faire notre petit tour des différents championnats en Europe. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé notamment en Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League, avec les derniers résultats, surtout les tirages au sort. On va s'intéresser à ce qui s'est passé en Division 1 Arkema, également en Ligue 1. La Ligue 2, évidemment, dans la deuxième partie de cette émission, avec en fil rouge le FC Sochaux-Montbéliard qui recevait l'équipe de Rodez. On va revenir, bien entendu, sur ce qui s'est passé en National 2, National 3. Il y a des choses à dire, car il y a des surprises également en National 3. On va s'intéresser au handball, au basket. Bref, vous avez un petit peu compris le principe de l'émission. On va s'intéresser un peu à tout. On va couper tout de suite, voilà, KLX, c'est la chanson qu'on a prise. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, je crois qu'il a fait une nouvelle chanson, un nouvel album. Vous allez sur sa page KLX sur Facebook, puis vous allez trouver ça. C'est assez sympa, moi j'aime bien. Donc, on encourage aussi, on fait un petit peu de publicité pour les artistes et on fait un petit peu donc, de publicité pour KLX. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Bonsoir mon cher Frédéric, Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Mr. Frédéric Fitch est là, he's back. He's back, oui. C'est ça, t'as vu un peu? My English is very well. Yes, my Taylor is rich, comme dirait l'autre. Oh là aussi, là, Monsieur Fitch, pardon, est en forme ce soir. Vous avez mangé un lion à midi, non? Non, plutôt une Non. bonne purée ou du poulet. Regardez un poulet. petit peu le sport ce week-end quand même. Bien sûr, oui. Moi j'y étais même. T'y es allé, oui, t'es allé voir un petit peu de sport ce week-end. Oui, tu étais du côté de Selongé. Nous, on était au stade Léo Lagrange. Et oui, on se dispatche un petit peu, on peut pas être partout. Comme ça ce week-end aussi, donc ça, on rebelote. C'est ça, avec un gros match du côté de Guignon pour le Racing Besançon. On en reparlera dans cette deuxième heure. On va s'intéresser cette fois-ci aux différents championnats étrangers, car ça jouait ce week-end. Ça jouait en France, mais ça jouait aussi ailleurs. Et ça jouait tout d'abord en Première Ligue avec une période où on a profité, ça a commencé déjà lundi 14 mars, on a profité un petit peu de la Ligue des Champions pour mettre un petit peu les calendriers à jour en Première Ligue, avec Manchester City qui avait fait match nul du côté de Crystal Palace, c'était pour la 29e journée. 16e journée, Tottenham était allé battre Brighton 2-0. Pour la 27e journée, c'était le choc Arsenal-Liverpool, avec Liverpool qui s'était imposé 2-0. Everton avait battu Newcastle, c'était ce jeudi 17 mars pour le match en retard de la 20e journée, avec également, cette fois-ci, les matchs qui comptaient pour la 30e journée en Première Ligue. Ça commençait ce vendredi 18 mars avec tout d'abord Leeds United, avec dans une rencontre où il y a eu beaucoup de buts, qui est allé battre Wolverhampton 3-2. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez nous regarder sur Facebook avec une toute nouvelle caméra, et oui, toute nouvelle webcam. Merci Shalom Besançon et Monsieur Dahan, le Big Boss, qui nous a offert ce cadeau. Et c'est vrai que c'est assez sympa. C'est une meilleure qualité que le PC qu'on avait avant, donc franchement ça va être assez sympa. Vous allez pouvoir nous voir et surtout réagir en direct. 03 81 50 67 51. Maintenant vous connaissez le numéro de téléphone par cœur, et www.radiochalombesançon.com, c'est où vous pouvez nous écouter en enlevant la CD sur le Besançon, et puis également à peu près sur le 99.5 sur à peu près environ 30 km, voire peut-être même plus, parce que M. Fitch m'a dit il y a très récemment qu'on pouvait nous écouter, et même on nous entendait même jusqu'à Dijon, donc
c'est parfait. J'espère que l'antenne va s'étendre un peu plus loin. Oui. Dole, pas Dijon. Non. Dole, pas Dijon. Bah, bientôt Dijon, ça sera le futur Dijon. Peut-être. Il y a déjà des confrères, il y a déjà une radio-consoeur là-bas à Dijon. Oui, exactement. Donc, on espère qu'on nous écoutera de plus en plus loin, surtout Dijon, Montbéliard, surtout, et puis un petit peu partout, mais on peut déjà nous écouter déjà, partout dans le monde. Il y a beaucoup d'auditeurs de Montbéliard qui nous écoutent sur le net aussi, les supporters sochaliens. Exactement, les supporters de partout. On va justement continuer la première ligue. Je vous disais, Leeds United qui est allé battre Wolverhampton 3-2. Arsenal, ce samedi, est allé battre Aston Villa 1-0. Et puis également des rencontres de cette 30e journée qui étaient coupées en plusieurs parties, avec tout d'abord Watford-Everton qui a été remis à une date ultérieure. Leicester City a battu Brentford 2-1, et puis Tottenham a battu West Ham 3-1. Et puis au classement, Manchester City a 70 points, Liverpool 69, c'est très serré. Et Chelsea, lui, est à 10 points, 59 points. 4e, Arsenal, 54 points. Et 5e, Tottenham, 51 points. 6e, Manchester United, 50 points. Et en bas de classement, on retrouve au 18e, 19e et 20e place Watford, Burnley et Norwich City. Au classement débuteur, c'est toujours Mohamed Salah qui est à 20 buts pour le moment. Mon cher Fred, moi je te propose de partir en direction l'Espagne avec ce qui s'est passé pour la 29e journée. Tout d'abord ce vendredi avec l'Athletic Bilbao et Retafe qui se quittent sur un match nul, 1 but partout. Grenade est allé battre Alaves 3-2. Le FC Valence est allé battre Elche 1-0. Osasuna a battu Levante 3-1. L'Atlético Madrid dans le derby de la capitale madrilène, car le Rayo Vallecano, c'est juste à proximité de Madrid, c'est la grande banlieue. Donc l'Atlético Madrid est allé battre le Rayo Vallecano 1-0. Et puis également, l'Espagnol Barcelone a battu le Real Mallorca 1-0. Pas de but entre Celta Vigo et Betis Séville, 0 partout. Cadix a battu Villarreal 1-0. Pas de but non plus entre le FC Séville et la Real Sociedad, 0 partout. Et puis il y avait le Classico avec justement le Real Madrid qui recevait le FC Barcelone. Et c'est une victoire du FC Barcelone à Madrid, 4-0 avec un doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang, 29e et 51e minute de jeu. Une grosse surprise quand même. On voit que cette équipe, avec Xavi à sa tête, est en train de faire de très belles choses. Elle est en train de revenir au premier plan. Et au classement, Madrid reste en tête, donc le Real Madrid avec 66 points. Le FC Séville est deuxième, 57 points. L'Atlético Madrid est troisième, 54 points. Le FC Barcelone est quatrième avec 54 points. Suivent ensuite cinquième et sixième. Le Betis Séville et la Real Sociedad, 50 et 48 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e place. Le Real Mallorca, Alaves, Levante avec 26, 22 et 19 points. Et au classement débuteur, c'est toujours le Français Karim Benzema du Real Madrid qui en est à 22 buts. On va un peu s'intéresser à ce qui s'est passé en Italie pour cette 30e journée avec des matchs qui débutaient ce vendredi avec le Genoa qui a battu Torino 1-0. Sassuolo a battu la Spezia 4-1. Et ce samedi, Naples a battu l'Udinese 2-1. Inter de Milan-Fiorentina, 1 but partout. Le Milan AC s'est imposé du côté de Cagliari 1-0. La Sampdoria de Gênes est allée battre Venise 2-0. Un partout entre Empoli et Hellas Vérone. La Juventus de Turin est allée battre Salernitana 2-0. Et puis l'AS Rome dans le derby romain a battu la Lazio de Rome 3-0 avec un doublé de Tammy Abraham, première et 22e minute de jeu. Et puis l'Atalanta Bergame est allé battre Bologne 1-0. Au classement, le Milan AC est en tête, 66 points. Deuxième, Naples, 63 points. Troisième, l'Inter de Milan, 60 points. Quatrième, la Juventus Turin, 59 points. Cinquième, l'AS Rome, 51 points. Sixième, l'Atalanta Bergame avec 51 points. En bas de classement, on trouve 18e, 19e et 20e. Genoa, Venise et Salernitana, 22 et 15 points. Vlahovic de la Juventus Turin, lui, en est toujours à 21 buts. On regarde ce qui s'est passé du côté de la Bundesliga avec les résultats de cette 27e journée, avec toujours d'abord une rencontre reportée ce vendredi, Bochum face au Borussia Mönchengladbach. Et puis ce samedi, pas de but entre Grosser Fürth et puis Fribourg, 0 partout. Mayence a battu Bielefeld 4-0. Stuttgart a battu Augsbourg 3-2. Le Hertha Berlin a battu Offenheim 3-0. Le Bayern Munich a battu l'Union Berlin 4-0, avec un doublé pour Robert Lewandowski, 45e et 47e minute de jeu.
Pas de but entre Leipzig et puis Francfort, 0 partout. Le Bayer Leverkusen est allé battre Wolfsburg 2-0. Et puis un but partout entre le FC Cologne et le Borussia Dortmund. Au classement, le Bayern Munich en tête, 63 points, suivi du Borussia Dortmund, 57 points. Le Bayer Leverkusen, 48 points. Leipzig est 4e, 45 points. Ensuite, on retrouve 5e et 6e Fribourg et Offenheim avec 45 et 44 points. Et puis en bas de classement, 16e, le Hertha Berlin, 26 points. Bielefeld, 17e, 25 points. Et puis 18e, Grosser Fürth avec 15 points au classement des buteurs. Robert Lewandowski en est à 31 buts, le joueur du Bayern de Munich. Eh bien, c'est terminé pour notre petit tour des championnats étrangers. On va s'intéresser un peu à la Ligue des Champions avec les derniers résultats qu'il y a eu la semaine dernière, avec tout d'abord l'Atlético Madrid qui se déplaçait du côté de Manchester United. Et c'est une victoire de l'Atlético Madrid, 1-0. Benfica Lisbonne est allé s'imposer aussi du côté de l'Ajax Amsterdam 1-0. Villarreal est allé battre la Juventus de Turin 3-0. Et puis, on a la rencontre entre Lille et Chelsea. On va s'arrêter un petit peu avec Chelsea qui est allé battre Lille 2-1, mais avec une belle prestation des Lillois. Il faut reconnaître que les hommes de Jocelyn Gourvenec ont vraiment livré une grosse partie. Ils ont pourtant ouvert le score sur penalty avant que Pulisic n'égalise juste avant la mi-temps. Et ce but a fait beaucoup de mal à cette équipe lilloise. Je vous propose de réécouter un petit peu le résumé. Dans une ambiance exceptionnelle à Pierre-Mauroy, Lille accueille Chelsea, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. L'heure de transformer une jolie histoire en heure de gloire. Il faudra pour cela remonter 2 buts. Et on vous laisse profiter bien sûr de cette ambiance magnifique. À Pierre-Mauroy, pas besoin de fermer le toit pour que l'ambiance soit splendide. Récupération avec Mourad Yilmaz. Il y a Benjamin André qui va proposer une solution. Il va tenter sa chance. Ça a été dédié par Thiago Silva. L'appel de Sven Botman notamment, Jonathan Bamba, ça s'est élevé avec Edouard Mendy qui a réussi à claquer ce ballon, à l'écarter un tout petit peu. Ça peut revenir peut-être avec Cheka, ballon qui va traîner. Pas de faute de Sven Botman, une main peut-être. Elle a été réclamée en tout cas par les Lillois. Est-ce que le bras descend, Pat? Oui, le bras descend, évidemment le bras descend. Oui, non, là il va le siffler. De toute manière, Mourad Yilmaz, il a déjà pris le ballon. On ne débat pas pendant 2 heures. On débat pas pendant 2 heures et ce sera un pénalty en faveur du LOSC. 37e minute et premier tournant peut-être dans cette rencontre, monsieur Massa. Mourad Yilmaz face à Edouard Mendy. 1-0 pour les Lillois. Plus qu'un but sur le chemin d'un exploit colossal. Et attention à celle également de Jorginho, passe dans l'espace, elle est bonne, elle est très bonne même. Et Jardim qui ne peut rien faire sur la frappe croisée de Pulisic dans le temps additionnel de cette première période. Chelsea qui revient à hauteur, ça change pas grand chose pour les Lillois, même s'il leur faudra désormais marquer un but de plus. Ouais, c'est dommage quand même parce que le timing est vraiment, on a cessé de le répéter. Il faudrait un fait de jeu pour relancer la machine peut-être avec le centre de Zekiseli. C'est bien fait pour Jonathan David, ça n'est pas cadré. Ballon toujours propriété des Lillois, Gudmundsson. Marcos Alonso, ça a été contré par Amadou Onana notamment. Attention à la reprise là, Antonio Rudiger qui file pas très loin. Elle s'est jouée vite, on n'a pas laissé le temps au grand de monter. Mourad Yilmaz, c'est bien fait. Le poteau face à Cheka qui repousse la tentative du Portugais. Superbe mouvement, on a joué vite sur ce corner et on a trouvé par l'intermédiaire de Mourad Yilmaz la tête de Cheka. Ah ouais, quel centre, il est absolument parfait. Toute la défense de Chelsea est scotchée, regardez. Ouais, attention parce que là il y a une grosse séquence de conservation de Chelsea. Il va falloir à un moment donné récupérer ce ballon. Et ça fait mal au canne, hein, forcément. Le centre qui va filer vers le deuxième poteau. Et qui est là, le capitaine modèle de cette formation de Chelsea, César Azpilicueta. N'avait pas encore marqué cette saison en Ligue des Champions. Son 4e but vient éteindre définitivement sans doute à 20 minutes de la fin l'espoir des Lillois de renverser le champion d'Europe en titre. Unique porte-parole de Chelsea dans cette période. Marcos Alonso, regardez le positionnement de César Azpilicueta, ça va filer au-dessus et on en restera là. Lila a donné tout ce qu'il avait à donner dans cette épopée européenne qui s'achève donc. C'était le résumé entre Lille et Chelsea. On va écouter tout de suite les réactions avec tout d'abord Jocelyn Gourvenec et puis également la réaction de Thomas Tourel. Jocelyn, vous faites une bonne double confrontation.
Vous tenez la dragée haute à Chelsea. Qu'est-ce qui ressort pour l'entraîneur? La frustration ou la fierté? Les deux, parce qu'on s'est mis, comme vous le dites, au niveau des deux matchs. À l'aller, on a fait un très gros match qui n'a pas été suffisant pour faire un résultat, parce qu'on n'a pas été suffisamment bon dans les 20 derniers mètres. Et ce soir, on a fait le match qu'on a voulu, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing très tôt. Je trouve qu'on a fait une très grosse première mi-temps. On peut simplement regretter de pas aller à 1-0 à la mi-temps, parce que ça reste un tournant quand même. Après, il y a le deuxième tournant, c'est la tête de Cheka sur le poteau. Il reste beaucoup de temps encore. À 2-1, c'est évidemment pas le même match, ça tourne pas en notre faveur. Et puis dans la foulée, on a les deux blessés derrière qui nous obligent à nous réadapter. C'est un match, on a vraiment répondu présent. Les joueurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait, parce que c'était un très gros match contre un très gros adversaire. Je pense que le public a répondu présent de manière magnifique. Le stade était exceptionnel ce soir, mais parce que je pense qu'ils ont ressenti le cœur et le courage que l'on a mis dans le match. Voilà, c'est très dur de perdre, alors d'être éliminé forcément sur l'ensemble des deux matchs, mais de perdre ce soir, on méritait pas ça. Thomas, bonsoir, félicitations pour la victoire. Est-ce que cette double confrontation, vous avez parfois été bousculé, vous avez aussi prouvé que vous étiez une équipe capable de gérer, que vous étiez le favori de cette compétition? Oui, c'était dur. Le terrain est vraiment horrible pour jouer, horrible. C'est nouveau, mais c'était pas assez qualité pour jouer un match comme ça. C'était plus difficile. Lille a donné tous. Ils ont joué sans perdre, sans des choses à perdre. Ils ont fait les premiers buts. Ça a fait les choses plus compliquées. Mais on a encore montré une réaction, une réponse. Et on a encore montré mentalité, caractère. Je suis très fier et très heureux. Nous sommes dans le 4e finale, c'est énorme. À titre personnel, vous avez joué 50 matchs de Ligue des Champions, vous avez 32 victoires, c'est plus que Zidane, c'est plus que Guardiola. Est-ce que ça vous enorgueillit? Ah oui, c'est bien, c'est bien. Je n'ai pas savais ça, mais c'est bien. Des choses sont comme ça, mais on doit avoir un bon club et une équipe forte, et après, c'est possible. Aujourd'hui, votre club est bousculé un petit peu par ce qui se passe dans le monde, par ce qui se passe auprès du propriétaire. Oui. Comment on garde son équipe concentrée sur le football? Je pense qu'on peut seulement concentrer maintenant parce qu'on a créé une atmosphère ensemble entre nous pendant les derniers ans. Et comment après on a commencé, on a essayé de créer une atmosphère spéciale. Le club interne est très calme, très professionnel. Et regarde, la culture en Chelsea, c'est toujours le foot à priorité. Et pour ça, c'est maintenant possible qu'on reste concentré, parce que ça, c'est toujours, tout le monde fait ça toujours. Et maintenant, les circonstances sont incroyables, un peu difficiles, mais on peut rester concentré. Mais c'est très bien, je suis très fier aux joueurs. Et oui, ça sature. C'était donc Jocelyn Gourvenec et Thomas Tourelle qui revenaient justement sur l'un sur l'élimination et puis l'autre sur la qualification de Chelsea qui continue sa route pour les autres, pour ce qui va se passer notamment pour ces quarts de finale dont on va vous donner le tirage au sort avec tout d'abord on aura Chelsea donc qui sera opposé au Real de Madrid. Ce sera assurément un beau quart de finale. Manchester City face à l'Atlético Madrid, Villarreal Bayern Munich et puis également Benfica Liverpool. Et puis le programme des demi-finales en cas de qualification, on aura Manchester City ou l'Atlético Madrid face à Chelsea ou le Real de Madrid, et il y aura dans l'autre demi-finale soit Benfica, je vais y arriver, ou Liverpool, et puis également Villarreal ou le Bayern Munich. Donc c'était ce qu'on pouvait dire sur cette Ligue des Champions. On va regarder ce qui s'est passé. Oui, c'était le tirage dans la Ligue Europa avec
les matchs qui avaient lieu la semaine dernière, avec tout d'abord l'Eintracht Francfort et puis également le Betis Séville. Et puis finalement, c'est l'Eintracht Francfort qui se qualifie donc, avec West Ham également qui a battu le FC Séville 2-0 après prolongation. Et c'est West Ham qui se qualifie. Décidément, c'est une belle saison pour West Ham sur le plan tout d'abord du championnat et puis également sur le plan de la Coupe d'Europe. Et puis il y avait également en qualification Glasgow Rangers, Atalanta Bergame, Sporting Braga face à Monaco et puis également le FC Barcelone. Et puis également Lyon qui a fait 1-0 du côté du FC Porto et puis Lyon qui a fait un but partout du côté du Parc OL. Et c'est un but de Moussa Dembélé. Porto va égaliser, mais on en restera là. C'est donc Lyon qui se qualifie. Et je vous propose d'écouter la réaction de justement Moussa Dembélé après cette partie. Moussa, c'est une grande soirée quand on voit cette ambiance, une grande soirée de match européen, un match magnifique, une qualification sur l'ensemble des deux matchs mérités, même si ça a été dur. Oui, forcément, ça a été dur. On a joué contre une très bonne équipe de Porto. Ils ont su nous mettre en difficulté, mais on a fait en sorte de gagner à domicile, ce qui nous a donné l'avantage aujourd'hui. On a réussi à marquer vite dans le match et ouais, ça nous a donné un double avantage. Et après, on a pris un but, on a essayé de mettre le deuxième, on a eu les occasions, on n'a pas réussi, mais le plus important, c'est la qualif. Ouais, la qualification, c'est une vraie grosse performance face à une grande équipe d'Europe. Oui, c'est sûr, mais on sait, on a un groupe étoffé, on a du talent et des joueurs qui ont de la personnalité tout simplement et qui savent répondre présent dans les gros matchs et c'est ce que l'on a tous aujourd'hui. Est-ce que ce genre de performance peut vous donner de la confiance, peut-être pour être un petit peu plus régulier ensuite en championnat notamment? Forcément, ça peut que ramener du bien et un nouveau boost à l'équipe. Là, on va essayer de se concentrer sur le match de dimanche, ce qui est le plus important aujourd'hui. Et voilà, la qualif, elle est faite, on va savourer ça aujourd'hui, mais dès demain, on se concentre sur le prochain match. La petite tape de Jean-Michel Aulas. Racontez-nous votre but, parce que c'est vrai que vous marquez encore, vous êtes là. Ah ouais, je sais qu'ils avaient quelques lacunes quand je partais en profondeur. Ça veut dire que j'ai essayé de partir en premier. Je n'ai pas été servi, mais j'ai essayé de rester dans le jeu et disponible. Et puis la balle vient et j'enchaîne vite. Tout se passe très vite en fait. Sur une passe de Léo Dubois qui vit une période pas facile, vous en avez parlé avec lui? Non, pas forcément. Non, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé aujourd'hui. On était concentrés dans le match. Après, voilà, on sait que c'est un joueur avec un gros mental et il va se remettre de ça très vite. Mais après, il faut qu'il se concentre sur l'équipe et sur les performances ici, tout simplement. Merci, félicitations. Et oui, félicitations à cette équipe de Lyon qui sera donc au quart de finale de cette Europa League. Je vous donne tout de suite le tirage avec, on retrouvera Leipzig face à l'Atalanta, Francfort, FC Barcelone, West Ham, Lyon, Braga, Rangers, c'est le programme des demi-finales, RB Leipzig ou Atalanta face à Braga ou Rangers, et puis West Ham ou Lyon face à Francfort ou le FC Barcelone. C'est ce qu'on pouvait dire sur l'Europa League. Un petit tour du côté de la conférence League pour vous donner les résultats de la semaine dernière avec tout d'abord Rennes qui a battu Leicester 2-1, mais ça ne suffit pas, les Rennais sont éliminés. Rennes qui fait une très belle saison, vous allez le voir tout à l'heure en championnat, également en Ligue 1. L'AZ et puis Bodo Glimt ont fait 2 buts partout. Le PSV Eindhoven est allé battre Copenhague 4-0. Et puis dans le match retour, Marseille est allé battre Bâle 2-1. LASK a battu Slavia Prague 4-3. Feyenoord a battu le Partizan 3-1. Genk a été battu par le PAOK 2-1. Et puis la Roma et Vitesse Arnhem font un match nul, 1 but partout. Et on retrouvera pour ces quarts de finale Feyenoord, Slavia Prague, Bodo Glimt, Roma, Leicester, PSV Eindhoven et puis également Marseille qui sera opposé aux Grecs du PAOK Salonique. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette conférence League. On va revenir un petit peu par ici, du côté de la France. On va fermer cette page Coupe d'Europe. Et puis avant, on va regarder, oui, parce qu'il y a la liste de Didier Deschamps, la liste du sélectionneur de l'équipe de France pour 2 matchs amicaux. On écoute tout de suite, justement, quelle est cette liste ? Il y a 2 joueurs qui découvrent l'équipe de France, Jonathan Clauss et Christopher Nkunku. Alors, on va écouter tout de suite la liste de Didier Deschamps, c'est celle-ci. Bonjour à toutes et à tous. Donc la liste des 23 joueurs pour les 2 matchs annoncés, donc France-Côte d'Ivoire et France-Afrique du Sud. Gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan. Défenseur,
Jonathan Klaus, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamini. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku. Alors, les deux petits nouveaux, c'est Christopher Nkunku, le joueur formé au Paris Saint-Germain et puis qui joue du côté de Leipzig, et puis également Jonathan Klaus du Racing Club de Lens, qui lui va donc arriver dans ce groupe de l'équipe de France. Allez, tout de suite, on écoute la réaction, parce que tous les Lensois, ils étaient ensemble quand ils ont écouté un peu l'annonce de Didier Deschamps, et forcément, il y a eu une éruption de joie pour Jonathan Klaus, et c'est entièrement mérité, tant le joueur de Lens fait une magnifique saison. Annoncé dans France Côte d'Ivoire et France Afrique du Sud. Gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Loris, Mike Maignan. Défenseur, Jonathan Klaus. Vous l'avez compris, beaucoup de joie du côté de Lens, et et certains journalistes ont posé la question à Didier Deschamps justement sur Jonathan Klaus et puis Christopher Nkunku qui arrive donc dans ce groupe France. À noter que Karim Benzema ne sera pas là et c'est Olivier Giroud qui va le remplacer, et puis également Monsieur Frédéric Fitch, il y a un autre absent. Benjamin Pavard qui a été testé positif au Covid. Benjamin Pavard, c'est ça? Qui ne sera pas du voyage. Il sera remplacé par William Saliba, le défenseur de l'OM. Et ben voilà, donc ça complète ce groupe France. Alors on écoute tout de suite les réactions de Didier Deschamps. Justement, il parle de Jonathan Klaus et puis également de Christopher Nkunku. Il y a deux joueurs qui découvrent l'équipe de France, Jonathan Klaus et Christopher Nkunku. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à sélectionner ces deux joueurs-là? Merci. Écoutez, c'est deux joueurs qui sont performants avec leur club, qui auraient pu être appelés peut-être avant aussi. C'est une période où on a 2 matchs amicaux avant des échéances plus importantes qui nous attendent à travers des matchs officiels avec la Nation League en juin et septembre. Et puis après, évidemment, la Coupe du Monde. Donc, je considère que c'était le moment de les voir pour justement avoir encore un peu plus de réponses par rapport au choix définitif que je serai amené à faire dans l'avenir. Mais le critère essentiel, c'est les performances qu'ils réalisent avec leur club et bien sûr en comparaison par rapport à la concurrence qu'ils peuvent avoir aussi à leur poste. Petite question dans le prolongement de la précédente sur Christopher Nkunku en particulier, qui a su répéter les performances de haut niveau avec son club en championnat et sur la scène européenne. J'imagine que vous avez été satisfait par sa prestance sur le long terme, sa constance. Quel type de profil comporte-t-il? Dans quelle utilisation vous comptez l'utiliser?
C'est vrai que même déjà la saison dernière et cette année régulièrement, en termes de contenu et d'efficacité, parce qu'en nombre de buts et en nombre de passes décisives, il a de très très bonnes statistiques. Son registre a un peu évolué par rapport à ce qu'il était au départ, puisque c'était plus un joueur qui évoluait sur un côté. Aujourd'hui, il est vraiment plus axial, quasi attaquant, deuxième attaquant, dans un système avec son club Leipzig où il a beaucoup de liberté, il est plus proche du but, ce qui lui amène à être beaucoup plus décisif. Donc avec nous, son utilisation sera dans ce secteur-là, bien évidemment. C'était ce qu'on pouvait dire sur la liste du sélectionneur français Didier Deschamps, avec, vous l'avez compris, deux remplacements. Donc Karim Benzema qui s'en va du groupe France pour le moment, hein, bien évidemment, et puis Olivier Giroud qui le remplace, puis également Benjamin Pavard, remplacé par le Marseillais. Oui, c'était quoi? William Saliba, hein, c'est pas ça? Je me trompe pas. C'est ça. On va regarder ce qui s'est passé en Division 1 Arkema cette fois-ci. Je vous donne tous les résultats de cette 17e journée qui avait lieu tout d'abord ce vendredi avec l'Olympique lyonnais qui est allé battre Dijon 3-0. Le Paris Saint-Germain en a fait de même en recevant Soyo et puis victoire 2-0. Ce samedi, le Paris FC est allé battre Reims 2-1. Montpellier a battu largement Guingamp 6-0. Ici a battu l'AS Saint-Etienne 4-1. Et puis dimanche 20 mars, Fleury avait battu Bordeaux 2-0 du ciment. Ça va pas trop fort hein, pour Bordeaux, que ce soit sur le plan des garçons et puis des filles cette fois-ci. Et au classement, donc l'Olympique lyonnais à 49 points devant le Paris Saint-Germain à 46. Troisième, le Paris FC 40 points. Et en bas de classement, on retrouve 12e l'AS Saint-Etienne avec 6 points. On va refermer la page Division 1 Arkema et on va ouvrir la page Ligue 1 avec justement toutes les réactions. Mais tout de suite, on passe le petit jingle. C'est parti pour la Ligue 1 et c'est parti pour cette 29e journée qui débutait ce vendredi par l'AS Saint-Etienne qui recevait Troyes, deux équipes de bas de classement. Et finalement, pas de vainqueur dans cette partie et c'est pourtant Lebo Motiba, 18e minute de jeu, qui va ouvrir le score pour cette équipe de Troyes avant que l'ex-Sochalien, passé par le centre de formation qu'on connaît bien, Riyad Boudbou, 67e minute de jeu, sur penalty, va égaliser. On en restera là. Un but partout dans cette rencontre, forcément qui n'arrange pas grand monde, parce que quand on est dans ces positions-là, on veut prendre des points. Et on écoute tout de suite la réaction d'Eliakim Mangala, le défenseur de cette équipe de Saint-Etienne, qui lui parle d'une rencontre compliquée, notamment en première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième. Et puis également Pascal Duprat, qui lui est effondré parce que dans cette rencontre, le défenseur, le joueur Bakary Sako, s'est blessé assez sérieusement. Et puis également, on va écouter du côté de Troyes, Bruno Irles. Vous allez voir, il râle un petit peu après l'arbitrage. On les écoute tous les trois. C'était un peu compliqué en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a mieux réagi. On a eu des situations. Malheureusement, on ne concrétise pas. Mais au final, on était mené à 0. On ne perd pas. On dit qu'on ne peut pas gagner, on ne peut pas perdre. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui au final. Qu'est-ce qui vous a perturbé en première période? On a bien vu que vous n'arriviez pas à jouer de manière verticale. Vous l'avez dit vous-même. Après, il y en a... Notre équipe était bien organisée. Et après, je pense qu'on a... Dans nos passes, on n'était pas assez tranchant, on n'allait pas assez passer vers l'avant, on jouait un peu trop derrière. Et malheureusement, on a pensé à déséquilibrer, donc c'était facile pour eux après de nous contrer, parce qu'on n'était pas dangereux. En deuxième mi-temps, c'était mieux. Et on a aussi manqué un peu d'impact en première mi-temps. Mais voilà, bon, c'est un partout, il reste encore des matchs. On savait qu'on gagne ou qu'on perd aujourd'hui, c'était pas fini. On va continuer à se battre parce qu'on a les qualités pour. Et on va se mettre. La catastrophe, c'est d'avoir perdu Sako. C'est ce qui m'ennuie vraiment. Voilà, davantage que d'avoir perdu 2 points ce soir ou d'avoir glané un point alors que l'équipe adverse est menée au score. Ça c'est fâcheux.
C'est fâcheux d'abord pour le joueur, bien sûr, mais c'est aussi fâcheux pour nous. Tout ce que le docteur m'a dit, c'était sérieux. Ça a déstabilisé l'équipe, voilà, parce que quand on voit un de ses coéquipiers sortir et qu'on sent que la blessure est sérieuse, c'est jamais facile ensuite à appréhender le reste du match. Sûreté technique, mais aussi aujourd'hui des habitudes et qu'il a créées avec Elia et avec Mikaz. Donc, encore une fois, c'est jamais bon de perdre un joueur, mais nous avons les joueurs pour pallier cette absence. Donc, voilà, je suis absolument effondré pour Falaï, mais je suis optimiste pour la suite. Donc, on va trouver les solutions, elles sont là. Il y a des joueurs qui ont déjà donné satisfaction et on trouvera les solutions. Je parle avec mon joueur a l'impression, à la fin il me dit mais il y a un American problem en France, c'est la deuxième fois. À Lyon, le monde du football et le corps arbitral est venu aussi dire qu'il n'y avait pas ce pénalty contre lui, contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, bon, écoutez, je respecte, hein. Il y a une VAR, il y a des arbitres. Ça me fait râler sur le moment parce que finalement, quand vous regardez l'ensemble du match, les situations franches, alors bien sûr que la possession était stéphanoise après notre but, et c'est normal, mais les situations franches ne sont pas super nombreuses. Je pense que mon équipe et les joueurs, on a passé une semaine très compliquée. Avec beaucoup de joueurs qui étaient malades. Il y en a qui ont joué aujourd'hui, ils ne se sont pas entraînés de la semaine. J'en ai un qui est resté à l'hôtel avec 39-40 de fièvre cet après-midi. Donc ça a été très difficile de composer ce 11. Et pourtant j'ai vu un super état d'esprit. J'ai vu des joueurs, oui, on n'a pas été super dangereux en deuxième, on manquait de jus, voilà, on n'a pas suffisamment été dangereux, mais j'ai vu des garçons qui se sont battus ensemble. On ne défend pas à 5, on défend à 11. Même les rentrants ont beaucoup donné. Et voilà, ça c'est très positif parce que ce sera une condition sine qua non pour aller chercher d'autres points dans cette quête du maintien. Et oui, dans cette quête du maintien, c'est ce qu'indiquait Bruno Irles, l'entraîneur de cette équipe de Troyes. On passe aux rencontres qui avaient lieu ce samedi avec tout d'abord le Racing Club de Lens qui recevait l'équipe de Clermont Foot. Victoire 3-1 des Lensois. C'est pourtant à Rachani, 9e minute de jeu, le Clermontois qui va ouvrir le score pour les hommes de Pascal Gassien. Et ensuite, juste avant le repos, Kevin Danzo, 39e minute de jeu. Et puis Florian Sotoka, 45e, vont donner un avantage plus conséquent à cette équipe de Lens avant que Eidara, 58e minute de jeu, ne parachève le succès des hommes de Franck Hez. Justement, on va écouter les réactions du côté de Lens, de Seko Fofana et puis également de Franck Hez qui... c'est comme le dit Seko Fofana, on continue à avoir vers plus haut, bien évidemment. Il faut être ambitieux. Et puis la réaction également de Pascal Gassien qui lui revient sur le fait que la première demi-heure a été compliquée, que cette équipe de Lens a quand même été plus forte. Et il revient également sur un penalty. On les écoute tous les trois. Seko, il y a un large sourire sur ton visage, ça veut dire que l'après-midi s'est bien passé. Exactement. Je suis très fier parce que voilà, on a gagné ce match. On va pouvoir se reposer et puis bien récupérer et penser au sprint final. Donc voilà, on peut qu'être fier. Ça n'a pas été simple parce qu'on concède l'ouverture du score, il a fallu cravacher pour aller la chercher cette victoire. C'est vrai qu'on encaisse le but assez tôt, mais il n'y a pas eu de nervosité ou voilà, quoi que ce soit. On savait qu'on allait revenir peut-être au score parce que on a été poussé par notre public. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour tout le monde, que ce soit individuel ou collectif. Donc voilà, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait et on a gagné et on est très fiers. Tu as parlé de sprint final, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher en cette fin de saison. Il y a un coup à jouer.
je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Donc voilà, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on est très bien placé. Donc à nous de tout faire pour aller jusqu'au bout. Franck, une belle victoire, 3 buts à 1, 2 buts, mais ça n'a pas été si simple parce qu'on a eu la mésaventure de concéder l'ouverture du score. Ouais, voilà, je pense que Kevin s'affaisse un peu au moment de faire la tête. Je pense qu'il se prend un peu les pieds dans le beau tapis de Bollard. Et voilà, et après il marque sur quasiment cette situation vraiment sur cette première période. Donc, mais bon, on était bien dans le match, on avait bien commencé. On a très très bien continué et surtout fini avec efficacité cette première période. Avec 2 buts qui ont donné une dimension plus logique à cette première mi-temps. Puis après, on a eu l'intelligence d'en mettre un troisième assez rapidement. Et après, il y a eu un peu plus de gestion, il y a eu un arrêt assez exceptionnel de Vulcaire. Mais on a plutôt géré correctement, même si on sentait qu'on aurait peut-être pu encore aller plus loin sur 2-3 situations. Mais globalement, c'est un bon match, une belle victoire et ça permet de prendre quelques jours l'esprit tranquille. L'inquiétude, non, pas encore. La déception, oui, par rapport au résultat brut. Après, on a été très en dessous. Je pense qu'on est capable de faire en première mi-temps, dû en grande partie à Lens, qui je pense a fait un très bon match et notamment une très bonne première mi-temps. Je pense qu'on était capable de faire mieux, donc il y a de la déception de ce côté-là. Après, quand une équipe est meilleure, il faut admettre ce qui s'est passé. Ouais, bon, même la première demi-heure, moi j'ai trouvé sur le banc qu'on n'avait pas beaucoup de ballon quand même, que ça avait été quand même difficile. On avait défendu tant bien que mal, mais ils trouvaient quand même assez souvent des solutions. Donc je pense qu'on est capable de faire mieux, notamment dans la maîtrise technique, maîtrise collective. Je sais pas, moi j'ai pas vu le joueur. Je viens de le voir à la télévision. Je pense que Sotoka part de très 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 loin. Il anticipe bien, il se met derrière Ouparine. Ouparine ne peut pas le voir. Il n'y a rien à dire. Lui, il joue bien le coup. Ouparine joue bien le coup parce qu'il veut gagner un petit peu de temps, donc il pose le ballon pour gagner quelques secondes. Je ne peux pas lui en vouloir. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Bon, malheureusement, Sotoka a été plus malin, c'est tout simplement. Mais pas grand-chose à dire. C'est arrivé à une multitude de gardiens. Un penalty? Non, je le dis ou je le dis pas? Je dis même, c'est dit. Un penalty peut-être quand même. Le coude, le règlement, on descend tous les ans. Maintenant le coude, on siffle plus penalty quand le ballon. C'est tout. Enfin c'est pas tout. Une nouvelle fois, clairement, ils étaient supérieurs à nous. Mais j'aurais bien voulu qu'on revienne à 3-2 quand même. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contestation au niveau de l'arbitrage? Il va peut-être falloir que tout le monde se parle un petit peu en vue de la saison prochaine, car c'est sur tous les terrains, tous les week-ends qu'il y a des contestations, notamment au niveau de la VAR. Il va falloir que tout le monde se réunisse un petit peu et que tout le monde se mette un petit peu d'accord là-dessus. C'est pas évident, mais maintenant il y a quand même l'arbitrage vidéo, donc ça doit quand même emmener un plus et il va falloir que tout le monde se parle un petit peu. On va regarder ce qui s'est passé notamment pour le dernier match de ce samedi avec Nantes qui recevait Lille. Lille, fraîchement éliminé de la Ligue des Champions, voulait forcément se racheter. Vous allez voir qu'il s'est passé des choses dans ce match, des choses pas très sympas. Victoire de Lille, 1-0, un but signé Onana, 41e minute de jeu. On va écouter les réactions tout d'abord de Ludovic Blas qui lui dit on n'a pas assez poussé quand ils ont eu un carton rouge, dit le Nantais. Et puis également Benjamin André qui a été touché dans ce match, il dit regardez ma cheville, on les écoute tous les deux. Après on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de Nantes. Ludovic, match très tendu. Quels sont vos regrets principaux au coup de sifflet final? On n'a pas marqué, on n'a pas été assez tueurs. On a eu les occasions. Après, je pense qu'on n'a pas assez poussé quand ils ont pris le rouge. C'est dommage. On a eu les situations pour et on n'a pas bien fini les actions. C'est vrai que techniquement, globalement, Nantes aurait pu faire mieux, que ce soit à 11 contre 11 ou à 11 contre 10. Ouais, après, on a joué une bonne équipe de Lille. Ils étaient bien défensivement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, donc on n'a pas trouvé les solutions, c'est tout. Est-ce que Nantes rentre un peu dans le rang? Non, pas du tout. Après,
On a très bien commencé 2022, donc après c'est sûr qu'on ne peut pas gagner tous les matchs, donc il va falloir continuer à travailler et aller chercher des points. Merci beaucoup. Benjamin André, une victoire en costaud et une victoire au classement là qui vous fait grimper encore, Benjamin. Ouais, je sais pas trop, après on verra les résultats, mais il y a Marseille et Nice qui s'affrontent. Bien sûr, mais on voulait surtout repartir de l'avant, c'était important, montrer que malgré l'élimination en Ligue des Champions, on a quelque chose à faire en championnat et voilà, je pense qu'on a fait plutôt un bon match à 11. On a eu beaucoup d'occasions, des situations où on aurait pu mieux gérer et mettre ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri. Après, bon voilà, le match il a changé quand on est passé à 10 et ils ont eu pas mal d'occasions, mais voilà, on a été costaud, on a défendu, on s'est arraché, c'est bien, c'est nos valeurs. Bon, carton rouge. C'est quoi? Je vais pas parler d'arbitrage, je suis mal placé parce que bon, à chaque fois je dis ce que je pense et on est beaucoup à dire ce qu'on pense, mais il n'y a rien qui évolue. Si je vous montre l'état de ma cheville, je pense qu'ils peuvent appeler 20 fois la VAR, donc après ça ils regarderont entre eux. Benjamin, il y a juste une réaction qu'on n'a pas comprise, c'est celle de votre capitaine José Fonte. Au moment du rouge, très clairement, il vous appelle tous à quitter le match. Non mais je sais pas, après il y a de l'énervement, il y a de la tension. Voilà, encore une fois, je vais pas m'étendre dessus, mais voilà, l'essentiel c'est la victoire. L'essentiel pour Benjamin André, c'est la victoire. Alors oui, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? Alors tout d'abord, les Lillois se sont retrouvés à 10 contre 11 pendant la dernière demi-heure de cette partie, suite à l'expulsion de Timothy Weah, qu'ils ont jugé forcément sévère. Et après avoir consulté la VAR, l'arbitre a donc estimé que ce tacle maladroit de Weah sur Moutou Samy, qui a donc provoqué la sortie sur blessure du milieu du FC Nantes, qui a été victime d'une grosse entorse, devait être sanctionné d'un carton rouge. Alors voilà ce qu'a dit Jocelyn Gourvenec. Il a dit: je trouve l'expulsion sévère, d'autant que Tim joue vraiment le ballon. En première période, il y a la même faute sur Benjamin André, et l'arbitre ne siffle même pas. Et Sylvain Armand, lui, il a vu rouge le directeur sportif, qui avait déjà eu des problèmes avec Frédéric Antonetti, était descendu sur le terrain avec Olivier Létang. Et là, normalement, il était quand même suspendu. Donc il est quand même descendu sur le terrain, et puis là forcément il s'est passé des choses pas très sympas, des choses qu'on n'aime pas voir sur un terrain de foot. Et je vous propose d'écouter la réaction justement d'Éric Carrière, le consultant de Canal+, justement, et après on écoutera les autres réactions. Que Sylvain Armand avait été suspendu 4 matchs il y a 3 semaines de cela, donc il n'a rien à faire sur le terrain parce que sa suspension court toujours. En revanche, Olivier Létang avait pris 2 matchs, il les a purgés, ces 2 matchs. Votre avis? Mon avis, c'est simple, c'est d'un petit niveau de toutes les parties. Le foot, normalement, c'est déjà, on respecte l'arbitre, les adversaires. On n'a pas vu tout ça, loin de là. On a vu des mauvais comportements sur le terrain, sur les bancs. Là, on voit dans les couloirs, donc ça n'a rien à faire là, que ce soit Sylvain Armand. Olivier Létang, on sentait que c'était plutôt pour essayer de calmer quand même, mais malgré tout, s'ils sont pas là, il n'y a pas de problème. Et puis entre les deux bancs, c'est d'un petit niveau en fait. Et je pense qu'à un moment, il va falloir que la Ligue elle suspende des soi-disant éducateurs, donc qui sont entraîneurs, tout simplement de suspendre. Allez hop, 3-6 mois suspendus. Je pense que ça se fait dans d'autres sports. Le rugby est très dur en termes de sanctions quand il y a des mauvais comportements. Ça n'a rien à voir ici. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'éternise dessus d'ailleurs parce que c'est tellement pauvre. Et ne pointons pas du doigt Antoine Comboiré et Jocelyn Gourvenec, qui étaient hors de la scène. Ça, il faut le préciser. Mais je pense qu'eux peuvent arbitrer aussi ce qui s'est passé dans leur dos à tête reposée dans les prochains jours. Et bien justement, on va écouter la réaction de Jocelyn Gourvenec et puis également d'Antoine Comboiré. Moi, j'avais un peu prévenu mes joueurs. Pour nous, c'est un match de Ligue des Champions, quoi. Vous avez un adversaire qui va jouer avec ses moyens, qui va être capable justement de nous provoquer, faire des fautes. Eux, quand ils subissent des fautes, ils restent 3 heures au sol. Hein, ça fait partie du football. Hein. C'est pas des... Par contre, c'est pas le foot qu'on aime, c'est pas les images qu'on aime voir, mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'arsenal donc de cette équipe de Lille, et à l'arrivée, ils gagnent. Bravo à eux.
Je regardais, c'est vrai que j'ai encore vu Sylvain Armand. J'allais dire, les mecs, ils comprennent rien, quoi. Ils comprennent rien. Ça, pour moi, c'est... Alors, je sais que le délégué, lui, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui. Mais eux, après ce qui s'est passé, ils continuent quand même encore à venir là, et alors qu'ils ne vont rien changer. L'arbitre a pris une décision, puis j'ai vu des comportements, là, donc les Lillois vouloir sortir du terrain. Bon, après, on n'a pas perdu à cause de ça. Hein. Mais bon, c'est pas des images qu'on aime voir. Puis eux, ils comprennent pas, quoi. Je veux dire, j'ai du mal à comprendre. Sylvain est un gentil garçon. Voilà. Moi, je l'ai eu comme joueur. Mais là, la pression, ils savent pas la supporter, les mecs. Hein. Faut qu'ils se calment, quoi. Mais nous, on les a invités à sortir. Hein. Bah, apparemment, ils sont loin d'être cons, les mecs. Hein. Voilà. On leur a dit, mais allez-y. Hein. Personne ne vous empêche de sortir. Hein. Mais c'est du cinéma, quoi. Voilà. C'est des comédiens en face. Hein. Mais bon... moi, j'allais dire, il faut qu'ils fassent attention parce que, alors, je dis bien, j'insiste bien, ils ont gagné, ils ont été très forts, ils ont été plus forts que nous. Mais ce qu'ils sont en train de montrer là, il faut qu'ils fassent attention. Du match aussi, parce qu'on a fait de très bonnes choses. La performance, elle est d'autant plus belle qu'on a joué, vous savez très bien, il y a 3 jours, un match titanesque contre Chelsea. Je vous assure que jouer contre Chelsea, c'est extrêmement difficile. On a donné tellement pour rendre fier notre public, tout donné pour que l'aventure ne s'arrête pas. Et finalement, elle s'est arrêtée. Mais il fallait s'y remettre 3 jours plus tard. De ce point de vue-là, je pense que la performance est d'autant plus belle parce que rejouer un match comme ça ici à la Beaujoire, dans un stade plein avec un public en folie et une équipe qui est forte, qui est très forte actuellement, c'est extrêmement difficile. J'étais très mécontent, et j'en ai pas parlé avant, mais j'étais très mécontent qu'on nous fasse rejouer 3 jours plus tard. C'est pas respecter le LOSC, c'est pas respecter ses supporters, c'est pas respecter ses joueurs, c'est pas respecter ses dirigeants, c'est pas respecter le staff que de faire une chose pareille. On était les derniers représentants français en Champions League, et je trouve que c'est inadmissible qu'on nous fasse rejouer 3 jours plus tard un match comme ça. Et compte tenu de ce contexte-là, je trouve que les joueurs ont été héroïques. Bon, vous l'avez compris, c'était un petit tacle envers la LFP de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur de Lille. Eh bien, on va l'écouter justement, Sylvain Armand, car vous avez vu qu'il s'est passé des choses quand même, des choses assez graves quand même sur un terrain de football. Ça reste, ce sont tous des éducateurs, donc c'est important de ne pas donner des images comme ça, justement, envers les jeunes qui regardent ces matchs de foot. Et c'est vrai que on l'écoute, Sylvain Armand, mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir se maîtriser. Je ne supporte pas l'injustice, c'est tout simplement ça. Et que oui, c'est plus facile pour nous en effet d'avoir les caméras en haut et d'avoir les ralentis plutôt que prévu. Et quand on voit le ralenti nous-mêmes et qu'on voit, et pour moi, après c'est mon avis personnel, hein, comme beaucoup malgré tout, et beaucoup de Nantais aussi dans les tribunes, étaient d'accord pour dire qu'il n'y avait pas carton rouge et que l'arbitre, lui, se déplace, va voir à la caméra la même image que nous et désigne un carton rouge. Pour moi, c'est une injustice. Ça peut être une faute qui peut aussi valoir sur le reste du match. Et c'est tout simplement pour ça. Après, je ne me suis pas énervé contre quiconque. C'est justement que pour moi, comme il n'y a pas carton rouge, je suis juste venu voir l'arbitre pour lui dire au 4e que c'est pas normal d'avoir des erreurs, pour ma part, en tout cas avec des caméras et des ralentis qui sont sur tous les angles. Est-ce qu'un dirigeant ne doit pas garder son calme dans cette situation-là, et surtout quand on revient d'une suspension? Oui, non, mais le problème, bien évidemment, on doit tous garder le calme, comme les joueurs doivent garder leur calme. Mais c'est qu'au bout d'un moment, quand vous avez de justice et quand vous avez une pression, parce qu'il y a des matchs à enjeu, il y a beaucoup de choses. Et je ne veux pas encore une fois mettre sur le dos de quiconque certaines erreurs, mais si les décisions sont bonnes de A à Z, il n'y aura aucun problème aussi. Donc bien évidemment qu'on n'a peut-être pas le droit, et je peux faire mon mea culpa sur le fait de descendre. Aujourd'hui je défends mon équipe et c'est pas contre le FC Nantes, c'est pas contre Pierre, Paul ou Jacques, c'est simplement qu'à la caméra pour moi il n'y a pas de faute, il n'y a surtout pas de carton rouge, et ça nous met nous en difficulté sur ce fait-là. Et pour moi c'est une décision qui aurait pu être lourde de conséquences. Après moi je félicite les joueurs parce qu'ils ont fini à 10 dans une belle ambiance face à une belle équipe. Et on peut les féliciter aujourd'hui. Vous regrettez votre attitude? Non, parce que c'est pas la regretter, encore une fois. On peut toujours regretter tout ce qu'on fait, bien évidemment, je peux peut-être ne pas descendre. Mais j'ai toujours été compétitif.
Et oui, on a écouté Sylvain Armand. Après, c'est vrai qu'il faut savoir aussi maîtriser ses nerfs. Et puis, on ne peut pas contester toutes les décisions d'un arbitre. Même l'arbitre a le droit, lui aussi, de se tromper, même avec la VAR. Oui, Fred. Mais surtout que Sylvain Armand a été déjà suspendu en plus en ce moment. Oui, exactement. Il n'avait pas à descendre sur le terrain. Et puis après, il faut Je crois qu'il savoir. était interdit d'aller dans le couloir des Oui, vestiaires. exactement. En plus, Puis après, à un déjà. moment donné, il faut savoir se maîtriser. Ils sont à des postes à responsabilité maintenant. C'est sûr, quand il y a une faute, si à chaque fois les directeurs sportifs ou les présidents descendent sur le terrain, Déjà, le coup contre Metz, Oui, exactement. On va jamais s'en sortir. Il faut arrêter de contester à chaque fois les décisions d'arbitre. C'est vrai qu'il y a des fois, elles ne sont pas forcément justifiées. D'autres fois, oui. Mais l'arbitre, comme on le dit souvent, a le droit de se tromper. Mais il faut surtout respecter l'arbitre. C'est important. Et puis, c'est aussi le football professionnel renvoie aussi une image envers les jeunes joueurs. Donc, l'image, elle doit être exemplaire. Donc, comme le disait Eric Carrière tout à l'heure, il a raison. C'est vrai que dans le rugby, les peines sont très sévères. Donc, il va peut-être falloir s'en inspirer parce que c'est plus possible de voir ça dans le football. Qui se mettent à, Oui, parce qu'on n'en finit jamais. Si à la moindre faute, les dirigeants descendent, l'arbitre déjà ne pourra plus rien faire, ne pourra plus faire son boulot, quoi. Donc ça va être ingérable. Donc à un moment donné, il faut prendre des sanctions et puis que ces gens se calment et puis arrivent à se maîtriser. C'est quand même assez important. Ça reste des éducateurs à la base, hein. Donc là-dessus, il faut aussi qu'ils se maîtrisent. Oui, Fred. Et puis, il faut dire que la VAR, elle est très efficace aussi pour ce genre de... Oui, la VAR, elle est là, elle peut se tromper aussi. Ben ça, il va falloir je pense qu'il va falloir quand même... Des fois, l'arbitre hésite, ne met pas de couleur de carton avant visionnage de la VAR. Oui, s'il a un doute, s'il a un doute... Oui, puis peut-être qu'il va falloir que les entraîneurs, les joueurs, les arbitres, la fédération, bref, la LFP, tout le monde se réunisse autour d'une même table et puis discute. Exactement, et puis dialogue, parce que tout passe par le dialogue. On va s'intéresser aux rencontres. Oui, exactement, aux rencontres de ce dimanche avant d'ouvrir la page Ligue 2 avec Monaco qui recevait le Paris Saint-Germain. Décidément, le Paris Saint-Germain n'a pas digéré son élimination face au Real de Madrid. Défaite 3-0 des Parisiens. Défaite 3-0 des Parisiens avec un doublé de Ben Yedder, 25e, 84e sur penalty. Et puis également Kevin Volland, l'Allemand, 68e. Et puis un pauvre Paris Saint-Germain. Franchement, ça va être compliqué. Ça doit être compliqué à ce moment dans le vestiaire parisien. Car ça a été un non-match total de cette équipe du Paris Saint-Germain. Justement, on va écouter les réactions de Mauricio Pochettino qui revient sur le fait que c'est tout simplement honteux. Il est très énervé, l'entraîneur parisien. Et puis également Philippe Clément qui lui raconte un petit peu sa stratégie quand il est arrivé du côté de Monaco. On doit toujours regarder en avant. Parce qu'il y a beaucoup de clubs en Europe qui sont frustrés. Quand tu restes frustré, tu ne peux pas faire les bonnes choses après. Et maintenant, c'est toute la concentration pour le championnat. C'est simple comme ça. Oui, c'est une chose importante. C'est le style de jeu que je veux voir avec les joueurs. On a parlé de ça au début, que nous avons besoin d'un état physique vraiment fort pour le faire. Mais ça fait la différence et je vois de plus en plus que les joueurs sont capables pour ça. Quelques joueurs pour 90 minutes maintenant, quelques joueurs pour moins, parce qu'ils étaient blessés, ils étaient malades, ils n'étaient pas toutes les semaines ensemble, mais je suis certain qu'on peut travailler comme ça, on va encore grandir beaucoup comme équipe. Et c'est un style de jeu que je veux jouer avec l'équipe ici. C'était aussi les choses que nous avons parlé quand je suis venu ici, de jouer un style offensif avec beaucoup de pression. C'est inacceptable de commencer ce match comme nous l'avons débuté. C'est la honte pour la concurrence et c'est la honte sportive. Bien sûr. Nous devons évacuer la frustration en Ligue des Champions. Cela n'est pas une excuse. Et il faut retrouver un état d'esprit compétiteur. Nous n'avons pas eu et retrouver l'engagement. Pour finir la saison de la meilleure des manières, c'est notre objectif à l'avenir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se répéter. Nous pouvons perdre des matchs, nous pouvons ne pas réaliser une bonne performance. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas se reproduire. Si ça se reproduit, c'est que
c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose que l'on ne peut pas se permettre. Vous avez vu, il est très énervé, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et on le serait à moins si on était à sa place. Avec les autres rencontres de ce dimanche à 15h, Rennes, Étrier, Metz, 6-1, début de signé Martin Terrier, 18e sur penalty. Martin Terrier récidive, 27e minute de jeu. Avant le triplé pour Guirassy, 40e, 54e, 64e, et puis Amari Traoré, 58e pour Rennes, et puis Mafuta va réduire le score du côté de Metz, 87e, mais ça fait un score assez lourd pour l'équipe de Frédéric Antonetti. Lorient-Strasbourg, 0 partout, pas de but. Angers a battu Brest, 1-0, un but signé Sofiane Bouffal, 39e minute de jeu sur penalty. Montpellier est allé battre Bordeaux, décidément rien ne va plus du côté de Bordeaux, 2-0, des buts signés Wai, 11e minute de jeu, Florent Mollet à 16e minute de jeu. Reims à 17h et Lyon se quitte sur un match nul 0 partout. Oui, mon cher Fred, tu voulais dire quelque chose, une information peut-être? Surtout que Montpellier a joué toute la deuxième mi-temps à 9 en plus. Oui, c'est ça, donc décidément, je crois que Benoît Costil en plus, il y a eu pas des échauffourées, mais ça a été très compliqué avec les supporters de Bordeaux. Le club, donc voilà. Donc c'est compliqué du côté de Bordeaux. Et puis dernier match, c'est Marseille qui recevait Nice. Victoire de Marseille 2-1. Une belle semaine pour Marseille qui s'est imposé du côté de Bâle en Coupe d'Europe et puis qui s'impose face à Nice. Et c'est l'ouverture du score par Milik sur penalty, 45e minute de jeu, avant que Cédric Bakambu, qui est rentré dans cette partie, un bon centre, une belle tête pour le joueur formé au FC Sochaux-Montbéliard. Et puis ça fait le deuxième but pour Marseille. Nice avait lui égalisé réduit le score par Mario Lemina, 90e minute de jeu. On va écouter tout de suite les réactions, notamment la réaction du côté de l'Olympique de Marseille, de Desio, qui est juste l'adjoint de Sampaoli, de Jorge Sampaoli, car il était encore suspendu. Et puis également de l'OGC Nice, de Christophe Galtier. On les écoute tous les deux. La alineación que nosotros tuvimos en el comienzo del partido, salimos la variamos en ataque o en defensa, nosotros defendimos, pensamos que él podía lugares físicamente, podía competir con los jugadores rápidos de ellos, características, aunque nosotros pensábamos que tenía características un poco más ofensivas, lo podían proteger a él más. Cette équipe que nous avons créée, on avait imaginé un 5-4-1 et on considérait que Gerson était le 5e joueur qui pourrait être sur la gauche. On imaginait que c'est un joueur qui pouvait attaquer de l'extérieur, qui pouvait gagner au niveau des duels sur ces côtés-là. Physiquement, on comptait sur lui parce que physiquement, il a des qualités face à des joueurs qui sont rapides. On ne voulait pas vraiment un latéral traditionnel, on voulait quelqu'un avec des caractéristiques plus offensives. Et après, il avait 4 joueurs qui pouvaient l'aider à niveau défensif. Sí, ganamos 4 partidos, los 2 por Copa, y ahora estos 2 indudablemente nos hace sentir contentos, ¿sí? Ayer también en la conferencia dijimos que también era valorable cuando no vino un momento tan bueno tener la fortaleza para poder salir rápido. Es un grupo valiente que siempre va a buscar los resultados o va a buscar lo que le dice Sampaoli, que es el entrenador. Indudablemente, como cualquier equipo, a veces lo logra y a veces no se puede. Valoriser aussi ces résultats-là, on a essayé de mettre en œuvre ce que l'entraîneur Sampaoli avait imaginé. Il faut le valoriser. Bon, non, on ne peut pas considérer que l'effet de jeu balaie notre première période qui a été pauvre, timide, même si il y avait une assez grosse pression de la part de l'Olympique de Marseille. On n'est jamais arrivé à se mettre dans le sens du jeu, ou alors très peu. Et on a été dominé, même si Marseille n'a pas eu de très grosses situations sur leur temps fort. Alors que nous, sur ce temps faible, on en a une belle, avec un bon centre de Melvin Barth et finalement une reprise de volée manquée très proche du but. Mais on a eu une pauvre première période et il
il y a ce penalty qui arrive évidemment toujours au mauvais moment, hein, mais un penalty justement accordé. C'est lié à une belle combinaison de la part de Marseille, avec un bon jeu combiné sur leur côté droit, et c'est à ce moment-là qu'on peut regretter l'absence de Dante, parce que je pense que si on a Dante, non pas sur l'intervention de Todibo, mais si on a Dante, cette action n'existe pas. Mais voilà, on est mené, je ne dis pas logiquement, mais on est mené face à Marseille, parce que notre première période est trop timorée. C'était la réaction donc de Christophe Galtier. Je vous donne tous les cas ce qui va se passer le dimanche 3 avril pour la prochaine journée. Avec tout d'abord la 30e journée avec... je vous donne les rencontres. Il y aura Metz-Monaco, Clermont-Nantes, Montpellier-Brest, Troyes-Reims, Saint-Étienne-Marseille, Lille-Bordeaux, Lyon-Angers, Paris Saint-Germain-Lorient, Strasbourg-Lens, Nice-Rennes. Ce sera donc pour la 30e journée le programme. Et puis au classement, le Paris Saint-Germain est en tête avec 65 points, deuxième Marseille 53 points, troisième Rennes 52 points, quatrième Nice 50 points, cinquième Strasbourg 48 points. En bas de classement, on retrouve 18e Saint-Étienne, barragiste avec 27 points. On a également 19e Metz 23 points, 20e Bordeaux 22 points. Et au classement débuteur, Wissam Ben Yedder en est à 17 buts. Suivi de Martin Terrier, 16 buts, et puis Kylian Mbappé avec 15 buts. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Ligue 1. On va ouvrir la page Ligue 2. Vous pouvez prendre vos combinés, nous appeler 03 81 50 67 51, et puis vous passerez directement en ligne. Direction la Ligue 2. C'est parti, Ligue 2 BKT.